Alors bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler du nouvellisme et du féminisme, parce que dans le cadre de mon mémoire de master en histoire contemporaine à l'université de Fribourg, j'ai choisi de travailler sur l'histoire cantonale valaisanne. Et mes études académiques m'ayant permis de me familiariser avec le féminisme et l'histoire des femmes, je tenais à explorer l'histoire valaisanne à travers cet angle-là. Mais cela me semblait un petit peu compliqué étant donné le peu de sources sur le féminisme en Valais et le peu d'enclin au canton à créer des mouvements féministes à l'époque. Mais de fil en aiguille, mes recherches elles m'ont poussé à me pencher sur la position du principal quotidien de la partie romande du canton, à savoir le Nouvelliste, face aux différents mouvements féministes qui traversent la deuxième moitié du XXe siècle. En fait, l'idée, c'était de creuser plus en profondeur ce que finalement tout Valaisan savait déjà plus ou moins, c'est-à-dire que le Nouvelliste était certainement pas un média qui apporte vraiment son soutien au combat des femmes, puisque le féminisme et particulièrement la deuxième vague du féminisme a une certaine tendance à aller à l'encontre des valeurs chrétiennes qui sont très importantes pour le journal qui est dirigé à l'époque par André Luisier. Donc je vais donc aujourd'hui essayer de vous transmettre un peu les découvertes que ce mémoire m'a permis de faire. Mais tout d'abord, je vais commencer par vous faire une brève introduction sur le Nouvelliste en lui-même pour bien comprendre le contexte dans lequel on se trouve à l'époque. Donc le Nouvelliste, il est paru pour la première fois le 17 novembre 1903 sous le nom du Nouvelliste valaisan. Et il a été fondé par Charles Egler et il est profondément lié à l'abbaye de Saint-Maurice à ce moment-là. Et Charles Egler tombe rapidement malade et puis du coup il faut lui trouver un remplaçant. Donc en 1949, c'est André Luisier qui devient rédacteur en chef du Nouvelliste. À ce moment-là, le Nouvelliste, il n'est pas encore du tout orienté politiquement, c'est vraiment un journal qui se veut être une feuille d'avis, donc vraiment juste donner des informations et pas du tout prendre parti pour quel parti que ce soit en politique. Mais finalement, quand André Luisier arrive à la tête du journal, il va gentiment mettre en place un peu une vision politique dans le journal et particulièrement une vision catholique conservatrice. André Luisier restera à la tête du journal jusqu'en 1982. En 1982, c'est Herman Pellegrini qui va devenir rédacteur en chef, mais Luisier restera directeur du journal et c'est vraiment lui qui aura une grande influence sur le journal jusqu'à la fin. Et du coup, même quand Herman Pellegrini sera rédacteur en chef, il va vraiment toujours avoir la main mise plus ou moins sur le journal et toujours avoir une certaine influence, ce qui fait que le journal restera très longtemps à tendance catholique conservatrice. Voilà un peu pour le contexte du journal. Maintenant, je vais vous parler de la position ambiguë du journal face au suffrage féminin. Parce que ce que l'on appelle plus couramment la première vague féminisme, c'est un mouvement féministe qui recherche essentiellement à obtenir le suffrage féminin. Il y a une association valaisanne pour le suffrage féminin qui est créée en Valais en 1946, avec à sa tête René de Sépibus. Et c'est Herman Pellegrini, le futur rédacteur en chef du Nouvelliste, qui va la remplacer en 1969. Mais l'idée du suffrage féminin en Valais, c'est pas vraiment important à ce moment-là. Il y aura de nombreuses tentatives au sein du Grand Conseil pour essayer d'introduire le droit de vote au niveau cantonal, mais il faudra attendre 1966 et une motion de François Couchepin pour qu'une votation cantonale sur la question du suffrage féminin ait eu lieu finalement. Cette votation aura lieu en avril 1970. Mais avant cette votation cantonale, il y a une première votation fédérale et les Suisses doivent donc décider si oui ou non ils acceptent d'introduire le suffrage féminin au niveau fédéral. Cette votation a lieu le 1er février 1959. Un mois avant la votation, le Nouvelliste commence à se lancer dans la campagne et va déjà afficher une position relativement clairement opposée à cette introduction. Et cela se fait notamment en insérant des petites maximes qui s'opposent au suffrage féminin à travers les pages du journal. Je vais vous en montrer un exemple. Par exemple, ici, en page 7 du Nouvelliste du 26 janvier 1959, on peut lire
La femme suisse sait depuis toujours qu'elle peut gouverner l'homme sans droit de vote, c'est pourquoi elle s'en passe avec plaisir. Donc c'est vraiment un petit encadré, comme vous pouvez le voir, qui se trouve au milieu de complètement autre chose, de petites brèves sur le canton. Donc aucun rapport vraiment avec le droit de vote, aucun rapport avec le suffrage féminin. Il n'y a pas vraiment, à part un petit article qu'on peut voir ici, il n'y a pas vraiment d'article sur le suffrage. Il y a un autre petit encadré qu'on peut voir le 29 janvier, 3 jours après, qui dit « La vraie souveraineté de la femme, c'est sa féminité ». Donc on voit vraiment que le Nouvelliste s'oppose à ce droit de vote et c'est vraiment la particularité de la campagne du Nouvelliste en 59, ces petits encadrés, parce qu'on ne les retrouvera pas pour la campagne de 70 et pas pour la campagne de 71. Et c'est vraiment un parti pris du journal, puisque les encadrés sont vraiment insérés au milieu des articles et c'est pas mentionné que la rédaction ne prend pas parti ou que la rédaction se retire des propos, comme c'est le cas dans la rubrique des lecteurs ou dans la rubrique libre opinion, qui sera mise en place pour la votation de 70. Donc ces petits encadrés, c'est vraiment quelque chose qui marque la campagne de 59. Mais en réalité, on se rend rapidement compte en regardant les articles qui concernent cette campagne de 59 que la position du journal est un peu plus ambiguë qu'elle n'y paraît, puisque à l'avant-veille du scrutin, le 30 janvier 59, L'Huissier va signer une intitulée « Je suis pour et je voterai contre ». Donc en fait, on voit que il est pas vraiment, enfin que sa position est relativement ambiguë, parce que finalement, c'est pas vraiment le suffrage féminin en soi pour lequel il est contre, mais c'est plutôt la façon dont il va être intégré en fait à la Constitution, puisque L'Huissier comprend pas vraiment, et c'est l'avis aussi de nombreuses autres personnes de la population. On ne comprend pas vraiment pourquoi on devrait d'abord passer au niveau fédéral avant de passer au niveau cantonal. Les opposants pensent surtout qu'il faudrait d'abord introduire le suffrage féminin au niveau cantonal avant de le faire au niveau fédéral. Et puis d'ailleurs, il y a eu, Lisieux le dit, il y a eu 25 tentatives dans 11 cantons différents répartis entre 1919 et 1956 qui ont donné que des résultats négatifs. Donc Lhuissier dit vraiment, le suffrage féminin, pourquoi pas, mais d'abord il faut l'introduire dans les cantons, voir si ça fonctionne, et puis ensuite on pourra l'introduire au niveau fédéral. Donc cette année-là, Vaux détruira son argument, puisque cette année-là, Vaux acceptera justement le suffrage féminin au niveau cantonal, et ça va commencer à changer la donne et à mener vers cette votation de 71 dont je parlerai après, qui introduira le suffrage féminin. Donc de toute façon, peu importe l'avis de L'Huissier qui explique qu'il faut voter non, de toute façon le peuple suisse va refuser d'accorder le droit de vote et d'éligibilité aux femmes en 1959. Mais 10 ans plus tard, comme je l'ai déjà mentionné, c'est les citoyens valaisans qui doivent donner leur avis sur une potentielle introduction du suffrage féminin au niveau cantonal. Et cette fois, la position du journal va être plus claire qu'en 1959, puisque dès la mi-mars 1970, les unes sur la question du suffrage féminin vont se succéder, mais de manière générale, elles sont toutes favorables à la votation. La majorité des partis vont accepter la votation, enfin vont donner leur approbation à la votation, et du coup il y a peu d'opposition qui va se faire dans les unes du journal. L'opposition, elle sera plus présente dans la rubrique libre opinion qui est créée à cette occasion, et donc ce sera plutôt l'opinion des lecteurs et des lectrices du journal plus que les personnalités politiques et publiques qui publient des articles dans le journal. Cette rubrique libre opinion, elle a fait beaucoup parler d'elle, et certains vont même jusqu'à dire que c'est L'Huissier lui-même qui aurait écrit des courriers du lecteur et qu'il les aurait publiés en signant d'un autre nom. Mais tout ça n'est que légende, et on n'a pas la preuve que ça soit vraiment fait ou pas.
Mais toujours est-il que du coup, dans les unes, l'avis de l'huissier est plutôt clair et il y a plutôt un soutien à l'initiative, comme ici le 10 avril 1970, donc à 2 jours de la votation, qui aura lieu le 12 avril, l'huissier publie en une lettre ouverte de M. Herman Pellegrini, qui est donc président de l'association valaisanne en faveur du suffrage féminin. Et à ce moment-là, c'est la première fois que l'association a une place dans le Nouvelliste. Alors, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en ligne de compte. Déjà, Herman Pellegrini, le président, est un homme, donc il est possible qu'il ait eu plus de place dans le journal puisque c'est un homme, alors que sa prédécesseuse était une femme. Donc ça, c'est une hypothèse. Mais une autre hypothèse, c'est que le frère de Pellegrini était à l'époque directeur de Publicitas. Et l'huissier a énormément besoin du soutien de Publicitas pour que son journal puisse continuer à vivre. Et du coup, une des hypothèses qui est posée, c'est que l'huissier aurait autorisé justement cette lettre de Pellegrini, notamment pour ne pas froisser le frère du président de l'association et donc pas se mettre en froid avec Publicitas. Mais il laisse une place relative, tout est relatif, puisqu'il répond directement dans la lettre et explique que finalement, lui, il va pas voter pour, il est plutôt contre toujours, mais voilà. Mais finalement, la dernière une qui est consacrée à cette votation, c'est la une du 11 avril. Et puis là, c'est une un peu particulière qui révèle une fois encore l'ambiguïté de la position du Nouvelliste par rapport à ça. C'est à nouveau signé par André Vizier. Et là, en fait, c'est vraiment un plaidoyer en défaveur de l'abstentionnisme. Donc, il encourage vraiment les Valaisans à se rendre aux urnes le week-end-là. Il dit que c'est très important d'aller voter, qu'il faut profiter de ce droit que les Suisses ont. Mais il ne donne pas d'avis. C'est vraiment une des premières fois où l'huissier ne donne pas son opinion sur la question. Il ne dit pas s'il faut voter oui ou s'il faut voter non. Il demande vraiment à ce qu'on aille voter, et voilà. Donc en fait, on peut se demander si l'article n'a pas une influence, puisque les Valaisans vont se rendre en masse aux urnes le 12 avril avec 65,5% de participation. Et le projet de loi va être accepté à une majorité de 72,6%, ce qui en fait représente la plus forte majorité connue jusqu'à ce jour pour l'introduction du droit de vote des femmes en matière cantonale. Donc on voit vraiment qu'il y a eu un tournant entre 59 et 70, où en 59 c'est non, c'est pas possible, et en 70, la rédaction en chef ne donne pas son avis, mais encourage à aller voter. Et puis finalement, on voit que le canton est désormais prêt à autoriser ces femmes à voter. Donc voilà, moins d'une année plus tard, il va y avoir la deuxième votation fédérale sur l'introduction du suffrage. Et puis cette fois-ci, le Nouvelliste va faire une très courte campagne. Il ne prendra quasiment pas parti et certains articles sont publiés, mais la campagne sera beaucoup plus discrète que pour les 2 votations précédentes, puisque de toute façon, finalement, le droit de vote est acquis pour les Valaisannes. Donc il n'y a pas besoin d'encourager les Valaisans à voter pour qu'elles aient le droit de vote au niveau fédéral, le droit de voter acquis au niveau cantonal. Donc c'est une chose faite. Donc finalement, la campagne est relativement calme. Et comme j'ai dit, il y a quelques articles qui seront publiés, mais ce sera très discret. Et voilà. Donc voilà pour les votations. Et une fois le droit de vote et d'éligibilité obtenue, il s'agit pour les Valaisannes maintenant de se faire élire dans les parlements, tant au Grand Conseil qu'au Conseil national. Et le Nouvelliste va parler globalement de toutes les élus, sans pour autant leur accorder une place très importante. Pour les élus au Grand Conseil, on va parler d'elles plus ou moins comme on parle des élus masculins. On va mentionner leurs interventions, et voilà, puisque à l'époque, il y a vraiment une page qui est dédiée à la session du Grand Conseil, où le Nouvelliste relate vraiment tout ce qui se passe au Grand Conseil.
Mais il y a quand même certaines élues qui sont plus abordées que d'autres, et c'est le cas par exemple de la première élue au Grand Conseil, donc c'est Gabrielle Nanchaine qui est élue, pardon, au Grand Conseil, au Conseil national, c'est Gabrielle Nanchaine qui est élue en 1971, en octobre, donc droit derrière la votation fédérale sur l'introduction du suffrage féminin, et c'est aussi le cas de Monique Pacola, qui sera la première présidente du Grand Conseil en 86. Donc concernant Gabrielle Nanchaine, au lendemain de son élection, le traitement par le quotidien semble lui être plus ou moins favorable, alors que pourtant elle est socialiste et on pourrait imaginer que ça va être plus difficile pour elle de se faire une place dans le Nouvelliste, qui est vraiment, comme je l'ai dit, à tendance catholique conservatrice. Mais pourtant, vraiment le lendemain de son élection, tout semble être en bonne voie pour elle. Son discours est présenté au discours direct, par exemple, et il est présenté au même titre que celui des hommes, et c'est quelque chose qui se fait normalement pas ou peu pour les femmes dans la presse. Souvent, on reprend leur discours au discours indirect et pas vraiment direct. Donc là, on a un peu l'impression que cette attitude de la part du journal donne l'impression un peu d'une volonté d'égalité entre les hommes et les femmes, et que plus ou moins tout est imaginable pour Gabrielle Nanchaine. Mais rapidement, le ton va changer et les procédés typiques du discours sur les femmes dans la presse vont se retrouver dans les articles qui sont consacrés à Nanchaine. Outre le fait que les journalistes s'attardent souvent sur l'allure physique de la conseillère nationale, ils passent aussi également par une sorte d'infantilisation et de victimisation de la Valaisanne. Et c'est le cas notamment dans un article de 1975 où vraiment l'auteur, qui est André Luisier une fois encore, parle par exemple de Gabrielle Nanchaine en ces termes, en disant cela n'enlève d'ailleurs rien à son charme, à son sourire de gamine qu'elle utilise aussi bien comme une épée que comme bouclier. Donc il y a vraiment non seulement une mention de son physique, où il parle de son charme et de son sourire, mais il va plus loin en parlant de son sourire de gamine, qu'elle utilise aussi bien comme épée que comme bouclier, où vraiment il parle pas de ses qualités politiques, mais il parle vraiment de ses qualités de femme finalement, et de ce qu'on attend d'une femme à l'époque, c'est-à-dire être belle et être aimable. Et en fait, on voit vraiment qu'il le fait que pour les femmes, et c'est vraiment un procédé qui se fera également pour parler des élus au Grand Conseil et pas que pour parler de Gabrielle Nanchaine, mais c'est vrai que ça a une certaine tendance à être souvent le cas pour Gabrielle Nanchaine. D'ailleurs, la conseillère nationale va être relativement agacée de ce traitement que le journal lui inflige, et elle va aller jusqu'à porter plainte contre André Luisier pour atteinte à son honneur et à ses intérêts personnels. Donc elle fait référence justement à cet article du 22 octobre 1975 que je viens de vous montrer. Et elle en peut plus, et d'ailleurs elle fera mention de ce traitement que lui inflige le Nouvelliste dans une émission de Temps Présent, où elle dira que c'est vraiment quelque chose qui est lourd à vivre pour elle. Mais André Luisier va finalement tourner en dérision publiquement dans le journal cette plainte de Gabrielle Nanchaine, et il va vraiment en parler comme si c'était quelque chose de ridicule, et il ne comprend pas vraiment l'intérêt de cette plainte. On n'a pas connaissance de la tournure, malheureusement, que prend cette attaque en justice, parce que le journal, il n'en fait plus mention par la suite, et du coup, je ne sais pas vous dire si c'est Gabrielle Nanchaine ou si c'est André Luisier qui a gagné. Mais de toute façon, André Luisier était un habitué des procès. Il y a de nombreuses personnalités politiques qui l'ont amené devant la justice pour ses propos tenus dans les unes. Donc voilà pour Gabrielle Nanchaine, mais comme je vous l'ai dit avant, c'est pas la seule à être mise en avant dans le journal. Il y a aussi, du coup, au niveau de la politique cantonale, Monique Pacola qui va être mise en avant. C'est la première présidente du Grand Conseil. Elle est élue le 12 mai 1986 lors de son deuxième mandat. Et
il y a le lendemain de son élection, le 13 mai, il y a plusieurs pages du journal, 4 pages si je ne me trompe pas exactement. Le journal va lui consacrer 4 pages de commentaires. Et, et souvent, les journalistes vont parler d'un événement historique et mémorable. Et Herman Pellegrini, lorsqu'il parle de la nouvelle présidente du Grand Conseil, va pour la première fois mentionner ses qualités en tant que députée, vraiment tout ce qu'elle a pu faire en tant que députée suppléante, enfin, vraiment son parcours politique, sans mentionner forcément son physique ou son charme. Donc on voit bien qu'il y a quand même une volonté de changement. Mais en page 21 du journal, on peut lire un article de Roland Puip qui va un peu contrebalancer avec l'article finalement d'Herman Pellegrini, où là, il mentionne énormément le physique et le charme de Monique Pacola. Et puis en fait surtout il parle de l'élection de Monique Pacola, mais finalement il parle plus de Maurice Copt, qui est le prédécesseur de Monique Pacola, que de la nouvelle présidente elle-même. Vraiment il fait le bilan finalement de son parcours comme président, alors que le titre mentionne bien Monique Pacola, première femme présidente du Grand Conseil valaisan. Donc en lisant le titre, on a l'impression qu'on va avoir un article qui concerne vraiment la présidente, mais en réalité, lorsqu'on le lit, c'est vraiment quelque chose où on a vraiment un résumé de ce qui se passe pour les hommes, en fait, au Grand Conseil. Mais on voit quand même que la situation, elle a évolué entre Nanchen et Pacola. Donc en 10 ans, la situation évolue quand même, et on voit qu'il y a eu un changement de rédacteur en chef, où depuis 82, c'est Pellegrini qui essaye quand même, malgré tout, de faire une place plus ou moins égalitaire pour les femmes. Et la deuxième est quand même moins. Donc Monique Pacola est quand même moins souvent ramenée à son physique et à son charme, mais elle a quand même de la peine à se faire une place dans ce monde de la presse qui est quasiment exclusivement féminin, en tout cas en ce qui concerne la politique. Et puis, on peut aussi se poser la question de savoir s'il n'y a pas aussi une question de parti politique, où Gabriel Nanchen est socialiste et Monique Pacola est du parti catholique conservateur. Donc, il y a quand même cette histoire de parti derrière qui laisse un peu douter du traitement qui est infligé aux élus. Mais ça, c'est vraiment une hypothèse, parce que dans le cadre des élus au Grand Conseil, il n'y a aucune discrimination entre guillemets entre les partis, ou peu importe le parti dont elles font partie, le traitement qui leur est infligé est plus ou moins le même. Donc voilà, ça c'était pour la partie politique, où le traitement qui est infligé aux femmes qui s'engagent en politique est ambigu et peut être plutôt violent, en tout cas en ce qui concerne Gabriel Nanchen. Mais le traitement qui est infligé finalement à Gabriel Nanchen n'est rien à côté de ce qui va arriver dans les années qui suivent, plus ou moins, avec le sujet de la sexualité et du corps des femmes. Parce que une fois le droit de vote et d'éligibilité est acquis, les féministes qu'on appelle de la première vague, elles s'effacent un peu pour laisser bien malgré elle, finalement, la place au mouvement qu'on va appeler la deuxième vague féministe. Et ce mouvement-là va être plus radical que le premier. Et ça va être des revendications qui vont aller beaucoup plus loin que, entre guillemets, juste le droit de vote. C'est vraiment des revendications qui concernent la sexualité, le corps des femmes, donc la liberté sexuelle, l'avortement, la contraception, enfin toutes ces choses qui sortent un peu avec la révolution étudiante de 1968. Et je crois que c'est un secret pour personne, ces revendications-là de liberté sexuelle, d'avortement, de contraception, c'est des valeurs qui vont quand même relativement à l'encontre des idées de l'Église catholique, et donc plus ou moins de celles du Nouvelliste, qui du coup, pour rappel, se trouve vraiment être un média à tendance catholique conservatrice. Un des premiers sujets qui va poser problème
au journal, c'est la votation sur l'initiative dite des délais en 1977. Donc dans cette initiative, il va s'agir d'autoriser l'avortement dans un délai de 12 semaines après la fin des dernières règles. Donc on est là dans un sujet qui touche beaucoup à l'émotionnel. Donc la votation a lieu le 25 septembre 1977, mais les articles du Nouvelliste sur la question, ils vont apparaître dès la fin août 1977. Les principaux arguments qui sont proposés par le journal lors de cette campagne s'apparentent, comme je l'ai dit avant, pour la plupart aux idées qui sont émises par l'Église catholique sur le sujet, c'est-à-dire que l'avortement représente une atteinte grave à la vie humaine. C'est notamment ce qu'essaye d'expliquer Édouard Morand dans la une du mercredi 7 septembre 1977, dans un petit encadré dans la une, où il explique pourquoi il va voter non à cette votation. Il parle de barbarisme des codes pénaux des pays modernes qui se veulent civilisés et qui ont inscrit en tête de liste des infractions à punir celles qui sont commises contre la vie et l'intégrité corporelle. Donc il emploie vraiment des termes forts, et puis il comprend pas, il le dit, pourquoi on veut légaliser et déculpabiliser l'avortement en prévoyant pour cela un article spécial de la Constitution pour les 3 premiers mois sans restriction. Donc pour lui, c'est vraiment une atteinte grave à la vie. On peut pas imaginer faire ça. Et il va vraiment employer des termes assez forts et expliquer que non, c'est pas possible pour lui. Et d'ailleurs, le non, il est, je sais pas si on voit bien, mais le non, il est clairement en gras à la fin de l'article, et c'est vraiment ça qui ressort. Et surtout le titre, ça s'appelle l'habitude de tuer, donc comme si l'avortement allait amener les gens à ce que ça soit une habitude de tuer. Mais Édouard Morand est un rédacteur du journal parmi tant d'autres, mais c'est pas le seul à vraiment s'opposer à cette initiative, et c'est le cas aussi de finalement toute la rédaction du Nouvelliste qui présente une le 22 septembre, donc juste quelques jours avant le scrutin. Et donc le titre de la une, c'est « Puisqu'il s'agit cette fois d'une affaire qui engage sa conscience et ses croyances, le vote sur la solution criminelle du délai ne peut laisser indifférent aucun citoyen. » Donc le titre, il est assez évocateur, et on a l'impression que tout l'article, une fois encore, on va parler de ça, mais en réalité, il s'agit de juste une seule partie. Et en fait, c'est vraiment une qui parle de tous les sujets. Il y aura plusieurs sujets lors de cette votation. Et donc, une fois encore, ils expliquent que non, ils sont pas d'accord, que c'est une atteinte à la vie, mais ils parlent même d'une initiative qui est dangereuse en fait pour la famille, mais ils disent elle est encore une menace contre la famille et contre la société. Mais ils développent pas plus que ça leur argument, et puis finalement ça rentre énormément dans l'émotionnel. Et le Nouvelliste va finalement dans cette campagne, comme dans d'autres campagnes, en fait présenter des bulletins et puis indiquer aux gens ce qu'ils doivent voter. Et donc juste ici, le numéro 5, on a un non à l'initiative des délais. Donc on voit que c'est quand même quelque chose qui leur tient à cœur, et pour qui c'est vraiment pas possible. Les articles d'ailleurs en faveur de l'initiative sont rares, pour pas dire inexistants, et du coup on voit là encore une fois le point de vue qui est adopté par la rédaction et qui est clairement opposé à cette initiative. Donc on voit une fois encore les idées catholiques conservatrices du journal. Par contre, en 1985, il y a une autre initiative qui est cette fois une initiative un peu inverse, qui s'appelle l'initiative droit à la vie, et qui, elle, vise à inscrire dans la Constitution le droit à la vie. Comme ça empêcherait toute tentative de légalisation de l'avortement, en fait. Et du coup, cette fois, le journal, il va présenter des articles
des arguments un peu des deux camps, mais c'est un peu biaisé comme façon de faire parce que déjà ils vont faire une part belle à l'Église, puisque Henri Chéry, qui est alors évêque de Sion, va signer plusieurs articles, dont celui-ci, qui est la une du 25 mai 85, où en fait il va avancer des arguments qui sont tout à fait relatifs à la Bible et expliquer pourquoi l'Église catholique veut soutenir l'Église. Alors oui, c'est écrit qu'il est évêque de Sion, mais il est quand même présenté en une et du coup cela montre quand même bien à quel point le nouvelliste est d'accord avec ses idées, parce que c'est pas du tout présenté dans la rubrique libre opinion ou courrier des lecteurs, donc c'est vraiment un article qui est cautionné par la rédaction. Et puis le nouvelliste va présenter des arguments des deux camps, mais en réalité les arguments des opposants à l'initiative, ils vont être présentés par les journalistes pour qu'ils soient en fait détruits et pour expliquer pourquoi c'est les partisans qui ont raison. Donc ça c'est pour le 25 mai, mais le 5 juin, Henri Chéry va également écrire un article de cette même année et à nouveau en une, si je me trompe pas. Non, c'est pas en une. Bon, bref, peu importe, il y a quand même un article en une qui est signé de Pierre de Chastenay, donc qui n'est pas du tout l'évêque, mais qui va quand même aller soutenir l'initiative, qui va à nouveau détruire. En fait, finalement, ce qui est détruit les arguments qui sont utilisés par les partisans et du coup par les rédacteurs dans le Nouvelliste sont surtout des arguments qui vont détruire l'avortement, qui expliquent en fait pourquoi l'avortement c'est grave et qui du coup vont aller dans le sens d'un droit à la vie. D'ailleurs, on voit que Pierre de Chastenay, qui crée donc ce Oui à l'initiative, est d'ailleurs président de Oui à la vie suisse. Donc c'est à nouveau un parti pris de la part du Nouvelliste et puis qui montre encore une fois à quel point le Nouvelliste affiche ses couleurs catholiques conservatrices. Donc on voit là qu'il y a une différence assez notoire entre les deux vagues du féminisme qui s'opposent finalement, entre une première vague qui est pour le droit de vote, qui est plus collégiale, qui essaye de suivre le droit chemin entre guillemets, et des féministes de la deuxième vague qui sont plus radicales, qui essayent plus d'imposer leur vision et qui veulent plus de liberté. Mais ces deux vagues du féminisme, qui sont finalement totalement différentes dans leurs revendications, vont se retrouver sur un point, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça va déboucher du congrès et de l'anti-congrès qui ont lieu en 75. Donc 75, c'est l'année internationale de la femme qui a été déclarée par l'ONU. Et puis il y aura de nombreux congrès qui vont être mis en place tant à l'international qu'au niveau national pour parler des femmes, enfin pour parler des sujets qui concernent vraiment les femmes. Et il y aura notamment un congrès à Berne qui sera organisé, mais les organisatrices décident de ne pas parler de l'avortement, de ne pas parler de contraception, de ne pas parler de sexualité. Elles veulent vraiment parler de sujets qui ne sont pas trop émotionnels. Et du coup, il y a un anti-congrès qui va se mettre en place, où là, on va vouloir parler d'avortement et de tous ces sujets qui sont un peu mis de côté dans le congrès. Et finalement, cette confrontation va amener les femmes à discuter entre elles et ça va aboutir sur l'initiative du cas sur laquelle les Suisses sont appelés à voter le 14 juin 81, qui est l'initiative qui inscrit l'égalité entre les femmes et les hommes dans la Constitution. Et une fois n'est pas coutume, le Nouvelliste va participer à la campagne de votation dès le mois de mai 1981, en affichant clairement son opposition à la modification de la Constitution. Donc
il y a seulement 2 articles qui seront en faveur de l'égalité et qui seront publiés, alors que 7 s'y opposent dans cette campagne. Et les articles qui sont en faveur ne seront jamais publiés en une, et ils seront toujours signés par des rédacteurs qui ne sont pas forcément des rédacteurs habituels du journal. Les rédacteurs dont on a l'habitude de voir le nom dans le journal, comme par exemple l'article de Roger Germanier ici, sont vraiment opposés. Et, et en fait, dans cet article intitulé Égalité des droits entre hommes et femmes, ne pas perdre la boussole, Roger Germanier va expliquer que finalement l'égalité, elle n'est pas nécessaire à l'épanouissement des femmes, qu'elles s'en sortent très bien comme ça, et puis qu'il y a une différence entre les hommes et les femmes, et qu'il faut l'accepter finalement. Donc il n'y a pas vraiment d'appel à l'émotionnel comme ça peut être le cas dans la votation des délais en 77 comme on l'a vu. Et ils vont même pas essayer de présenter les arguments des opposants pour les démonter. Ils vont simplement donner leur point de vue, souvent en une. Et puis voilà, ce sera pas une grande campagne de la part du Nouvelliste. Il y aura, comme je l'ai dit, 7 unes par rapport à ça. Et puis voilà, ce sera pas très fort comme campagne finalement. Et de toute façon, cela suffira pas à faire échouer l'initiative, en tout cas sur le plan fédéral, puisqu'elle est acceptée. Mais en Valais, l'initiative sera refusée à 53,9%, et ce sera d'ailleurs le seul canton roman qui s'opposera à cette initiative. Et cela peut paraître étonnant finalement, parce qu'on sait qu'il a accepté le suffrage féminin à plus de 80% en 71, donc il avait vraiment une envie ça donne l'impression que les Valaisans avaient vraiment une envie de laisser une place aux femmes sur le plan politique, mais finalement l'égalité c'est un peu trop pour le peuple valaisan, et on veut bien que les femmes votent, mais plus ça semble compliqué, parce que effectivement cette loi sur l'égalité, cette modification de la Constitution va notamment amener une égalité des salaires, une égalité de traitement entre les hommes et les femmes, et ça semble un peu trop novateur pour les Valaisans. Du coup, il faudra finalement passer par des démarches institutionnelles afin de tenter d'instaurer une égalité entre les femmes et les hommes en Valais. Et il faudra attendre 1989 avec une motion de Esther Weber-Kalbermatten au Grand Conseil qui va demander la création d'un bureau de l'égalité qui est aujourd'hui l'Office cantonal de l'égalité et de la famille. Et puis, du coup, le bureau de l'égalité en Valais sera créé en 1993. Mais déjà en 1990, le Nouvelliste parle de la création de ce bureau, mais il ne va pas vraiment cacher son scepticisme face à cette nouveauté dans le canton, puisque le 30 octobre 1990, donc juste quelques temps après que le Grand Conseil ait accepté la motion de Esther Weber-Kalbermatten, on peut lire en une « Un bureau cantonal de l'égalité, c'est pour quand votre truc ?» Donc déjà, on parle d'un truc, alors certes, c'est des propos qui sont reportés, mais une fois encore, ça attire l'œil, ça marque, et du coup, les gens sont intéressés par lire ça. Et puis, c'est Danielle de la Creta qui signe cette une, et elle est un peu sceptique face à cette création d'un bureau de l'égalité, et elle va un peu critiquer ce qui est mis en place en disant que on répond pas aux questions, on ne sait pas quand ce sera créé, on ne sait pas comment ce sera créé, on ne sait pas vraiment même pourquoi ce sera créé. Enfin, il y a plein de questions qui restent en suspens, et puis on a l'impression que c'est un peu une idée comme ça, et puis que voilà, il faut pas y accorder trop d'importance, et puis que c'est mal conçu. Alors après, c'est vrai que cette une indique qu'il va y avoir une suite en page 2, mais elle est déjà relativement claire, et les lecteurs qui se contenteraient de lire uniquement la une vont assez vite comprendre le ton, et vont avoir une idée assez claire finalement de ce bureau cantonal de l'égalité, alors que à la page suivante, il y a justement un article qui est signé Gire. On imagine que
c'est Manuela Giroux qui l'a signé, mais sans conviction aucune. Et du coup, c'est un article qui est intitulé Aux actes citoyens. Et là, en réalité, elle répond à toutes les questions que se pose Daniel de la Creta en une, en expliquant quand c'est que ça va être créé, pourquoi, qu'est-ce qui va être modifié dans la Constitution, enfin, pourquoi on crée ce bureau, notamment suite à cette initiative de 81 qui instaure l'égalité entre les hommes et les femmes, et que c'est nécessaire d'avoir un bureau de l'égalité. Et puis, qu'est-ce qui fera ce bureau de l'égalité? Enfin, bref, elle répond vraiment à toutes les questions que se pose Daniel de la Creta en une. Et du coup, ça biaise un peu la vision que peuvent se faire les lecteurs et les lectrices du Nouvelliste. Parce que si on s'arrête que à la une, on a l'impression qu'on n'a aucune info. Et puis finalement, si on creuse pas plus loin, on ne se rendra pas compte que toutes les réponses se trouvent à la page juste derrière. Donc en 90, le Nouvelliste est donc très très sceptique face à ce bureau de l'égalité. Et puis on peut se poser des questions quant à la suite. Mais en janvier 93, quand le bureau est créé, c'est Madame Valérie Vouillot qui va en devenir la directrice. Et puis le 19 janvier 93, en page 29 du Nouvelliste, on trouve un portrait de cette directrice du bureau d'égalité qu'on appelle ici Madame Égalité. C'est un portrait qui est en réalité une interview qui est réalisée par Michel Pichon. Et en lisant l'interview, on voit que c'est des questions qui sont tout à fait normales pour une interview, disons qu'on aurait pu poser les mêmes questions à un homme, et c'est pas du tout fait pour déstabiliser la personne qui répond aux questions, c'est pas du tout fait pour la mettre mal à l'aise ou pour l'inciter à dire des choses qui pourraient être un peu polémiques. Et puis il y a aussi un petit portrait où on parle de son parcours académique, de sa vie, mais sans parler une fois, comme ça a pu être le cas dans les années précédentes pour les élus politiques, sans parler de son physique, sans parler de son allure, de son charme ou de quoi que ce soit. On parle, oui, d'une jeune femme, mais effectivement, elle a 26 ans, donc ça semble pas non plus être infantilisant à ce moment-là. Donc on voit qu'en 20 ans, le traitement qui a infligé aux femmes, il aura évolué, mais on peut quand même ressentir que tout ce qui représente pas les idées catholiques conservatrices, elles ont de la peine à trouver leur place dans le quotidien qui est mené par André Lusier et puis par Herman Pellegrini. Et finalement, moi je me suis arrêtée en 93, donc ici avec la création du bureau de l'égalité, avec cette interview de Valérie Vouillot. Donc ensuite, je ne sais pas quel traitement sera par exemple utilisé pour la votation en 2002 où l'avortement est finalement légalisé en Suisse. Je ne sais pas si ce sera une campagne aussi émotionnelle qu'en 77 ou si à ce moment-là le Nouvelliste est plus moins engagé politiquement, disons. Donc ça, c'est des questions qui restent un peu en suspens. À l'heure actuelle, on voit que le Nouvelliste a un peu changé de ton. On le voit notamment à travers la couverture de la grève des femmes de 2019, dont j'ai pas du tout parlé, mais dont je parle dans mon mémoire, où en 91, la grève des femmes, on en parle comme un peu une rencontre de femmes qui passent un bon moment ensemble. On parle d'un pique-nique joyeux sur la place de la Planta. On parle vraiment de l'ambiance qu'il y a et pas vraiment des revendications. Et on voit qu'en 2019, avec la grève, il y a quand même eu une évolution de traitement où avant la grève, les femmes ont pu donner leur opinion, ont pu donner leur point de vue, elles ont pu faire entendre leurs revendications. Il y a eu une couverture de la grève qui a été faite de manière à la manière d'un journaliste, où on a couvert la grève, on a parlé des revendications, on n'a pas parlé d'un pique-nique joyeux entre femmes. Et du coup, on voit
qu'il y a une évolution, il y a plus de femmes qui écrivent dans le journal et puis du coup, oui, on voit vraiment cette évolution de traitement pour les femmes, mais finalement, mon hypothèse de départ qui était que le Nouvelliste avait joué un rôle de frein dans l'expansion du féminisme en Valais, c'est difficile d'y répondre parce que ils ont, comme on l'a vu, un traitement qui est assez ambigu face aux femmes, et puis certains sujets sont couverts, d'autres non, et ça, la tendance catholique conservatrice du journal a très certainement joué un rôle là-dedans, mais on ne peut pas dire concrètement que le journal a vraiment joué un rôle de frein depuis... dans cette expansion du féminisme en Valais. Il y a sûrement d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, mais que je n'ai pas développé dans mon mémoire, mais qui pourraient être intéressants à développer dans un autre travail ou dans une autre recherche. Donc voilà, merci pour votre attention.